Bonjour mes petits Herculiens, c'est le nom que je vous ai donné désormais. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Retour sur lecture. On va parler de Pixar Storytelling, les règles pour un storytelling efficace basé sur les meilleurs films de Pixar, qui est un bouquin que j'ai lu qui est pas bien épais, il fait une petite centaine de pages. Il est en anglais, j'aime bien le storytelling, j'ai déjà fait un podcast sur le storytelling sur cette chaîne, je me suis dit pourquoi pas deux. J'avoue que en vrai, il est suffisamment court pour que ça vaille le coup de le lire, mais pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, je sais pas s'il est traduit en français, mais voilà les notes que j'ai prises, je vais expliquer avec mes mots, et puis on va faire à la fin de chaque chapitre, il y en a pas beaucoup, je crois il y en a une dizaine, on lira le Do It Yourself, tout petit paragraphe avec plusieurs questions pour s'assurer qu'on a bien intégré toutes les idées du chapitre et qu'elles sont bien appliquées dans notre histoire. Le livre commence avec un premier chapitre qui est sur le thème de choisir une idée. Un aspect vachement intéressant qui est développé dans ce premier chapitre, c'est que plus d'inconfort permet d'avoir plus d'histoire. C'est-à-dire que placer un personnage dans un environnement qui est le plus inconfortable pour lui, ça crée des enjeux, des problématiques, et c'est forcément du pain béni pour toutes sortes d'histoires. La question à se poser, c'est quel est le dernier endroit où je penserais trouver mon personnage? Par exemple, quel est le dernier endroit où je penserais trouver un rat? Dans un restaurant chic. Bingo, ça nous donne Ratatouille. Ou encore, quel est le dernier endroit où pourrait aller se balader un petit vieux retraité? Dans la jungle. Bingo, on a là-haut. Dans Toy Story, le concept il est très cool, des jouets qui parlent, mais il faut aussi des enjeux émotionnels. Et ça arrive à partir du moment où le jouet préféré, il est remplacé par un nouveau. Ça permet à ce que le personnage, il traverse un voyage émotionnel. Et gardez en tête que l'inconfort, ça veut pas dire quelque chose de négatif. L'arrivée de Eve dans le monde de Wall-E, par exemple, c'est un inconfort, tout simplement parce qu'il n'est pas habitué à ça. C'est la première fois qu'il n'est plus seul sur sa planète. Mais c'est pas négatif pour autant. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait déjà un problème existant dans le quotidien du personnage avant même que l'élément déclencheur ne commence. Par exemple, dans Nemo, on a le père qui est surprotecteur, et ce défaut il sera donc ensuite poussé à l'extrême à travers l'élément déclencheur, notamment ce moment où Marlin perd son fils Nemo et qu'il doit le retrouver. Plus ce problème il sera lié à l'histoire, plus l'investissement émotionnel du public il sera important. Chaque personnage il vient s'articuler au cœur de l'histoire et du problème, et y jouer un rôle. On peut prendre l'exemple de Ratatouille, où la question c'est est-ce que ce rat peut devenir un chef cuistot? Et chaque personnage vient répondre un petit peu à cette question. On a des antagonistes qui vont dire que non, et des protagonistes qui vont dire que oui. Surtout, cette question, elle résume l'histoire, et chaque scène du premier acte, il montre les raisons pourquoi il peut et pourquoi il peut pas. Chaque scène, c'est un oui, suivi d'une scène qui dit non. Et ça, c'est un truc qu'on avait abordé déjà dans le podcast sur Save the Cat, également un podcast sur le storytelling, d'un autre livre dédié à ce thème-là, qui explique cette notion de polarité, c'est-à-dire qu'une scène commence en positif et finit en négatif, ou alors elle commence en négatif et elle finit en positif. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Le livre propose également à la fin de chaque chapitre des questions à se poser pour savoir si toutes les informations du chapitre ont été bien intégrées dans votre histoire. Dans ces questions, on a notamment quelle est l'idée centrale de votre histoire? Est-ce qu'elle offre des possibilités à des aspects dramatiques? Est-ce qu'elle implique un inconfort émotionnel important à votre protagoniste? Est-ce que vous utilisez cet inconfort pour créer des scènes qui affectent votre personnage émotionnellement? Demandez-vous aussi quel est le défaut de l'univers que vous avez créé. Est-ce qu'il est étroitement lié à l'histoire que vous créez? Et est-ce qu'ils s'enrichissent mutuellement l'un l'autre? Est-ce que vos personnages, vos décisions narratives et vos scènes concernent votre idée principale? Êtes-vous constamment en train d'explorer et d'étendre les graines de votre histoire pour qu'elle progresse? Et finalement, êtes-vous parti dans des directions qui ne font pas partie de votre idée centrale? Le chapitre 2 porte sur comment créer des personnages convaincants. Le personnage principal, il doit être intéressant et impliqué dans ce qui lui arrive. Vos personnages également, vous pouvez leur donner un trait de personnalité ou une caractéristique spéciale. On pense notamment à Dory dans Nemo, qui a un trouble de l'attention immédiate, ou Wall-E qui est muet. Ce qui est important aussi, c'est que votre personnage principal, il soit passionné par quelque chose. On est investi parce qu'ils sont investis. Et vous pouvez également lui donner une opinion forte qui pourra potentiellement créer des conflits ou être confronté à ses limites. Ce qui est important aussi, c'est que votre personnage, il sorte pas de nulle part, qu'il ait un background. Et pour ça peut être intéressant de faire une introduction avec un élément du passé. Ça peut être un flashback, un souvenir, une enfance qui passe en accéléré, mais toutes ces choses-là, elles permettent d'apporter de la profondeur au comportement du personnage. Et dans ce cas, il faut bien traiter les flashbacks comme des films courts à part entière, et non pas comme du matériel supplémentaire à l'histoire. Il faut prendre le temps de développer ces éléments-là. Pour s'assurer que c'est des éléments que vous avez respectés, pensez aux personnages de votre histoire. Qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce qu'ils croient en l'amour, l'amitié, la mort, la liberté, le bonheur? Pourquoi est-ce qu'ils croient en ces choses? Finalement, comment est-ce que vous pouvez utiliser leurs valeurs et leur passé pour donner aux événements de votre histoire un plus grand impact sur vos personnages? Le chapitre suivant, il est sur l'empathie. Ce qui est développé notamment, c'est qu'on a 3 niveaux d'appréciation. Le premier, ça va être pour des caractéristiques externes, c'est-à-dire la personne va être belle, musclée, charismatique, tout ce qui peut être visible en un coup d'œil et qui nécessite pas forcément une interaction avec le personnage. Dans un deuxième temps, ça va être pour leur monde. Est-ce qu'ils sont fun, est-ce qu'ils sont intéressants, ça peut être leur personnalité également. Dans un troisième temps, ça va être parce qu'on les connaît vraiment bien. De la même façon que nos amis, leurs échecs sont nos échecs, leurs réussites sont nos réussites, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a vraiment de l'empathie.
quand on considère que le personnage, ses échecs, sont aussi nos échecs, quand on partage leur fardeau. Pour développer l'empathie du spectateur envers votre protagoniste, c'est important de mettre votre personnage dans des galères. Il ne faut pas le faire souffrir, mais il faut lui mettre une épreuve qu'il force à s'en sortir. Ça nous permet de nous identifier à lui. Parce que l'empathie, c'est se reconnaître en l'autre. Donc il faut qu'on comprenne ses galères et pourquoi il y tient tant. Et c'est la même chose pour l'antagoniste. Ce qui est indispensable, c'est que votre personnage principal, il n'ait pas le défaitisme dans ses défauts. Ils ne doivent pas se résoudre à un moment donné, à moins que tout ait été essayé. Et même dans ce cas-là, il y a un moment où il se résout effectivement à tout à un moment donné, sauf qu'il y a un nouvel événement qui va le faire réessayer et réussir. Et cet échec cuisant et douloureux, il nous permet de nous identifier au personnage. Ça permet de s'identifier parce qu'on veut vivre comme ça, en assouvissant nos envies, mais c'est pas toujours faisable. Et les films, ils en montrent les risques et les récompenses. Posez-vous donc les questions suivantes. Comment vous sentez-vous par rapport à vos personnages? Sont-ils uniques ou génériques? Ont-ils des habitudes, des centres d'intérêt ou des routines qui les rendent réels et spécifiques? Ont-ils un objectif derrière lequel l'audience peut les rejoindre? Est-ce que la raison de poursuivre cet objectif est forte et se renforce dans le temps? Dans la poursuite de leur but, à quel point les personnages sont-ils investis? Sont-ils prêts à soulever des montagnes ou ne font-ils les choses qu'à moitié? Est-ce que leurs défis sont externes et physiques ou personnels et émotionnels? Le chapitre suivant, il concerne le drama et conflit, c'est comme ça qu'il est appelé. Mais je pense qu'en français, on pourrait plus parler des obstacles pour ce chapitre. Le premier obstacle qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est la mort, parce qu'il est impardonnable, on n'en revient pas, et on peut s'identifier à lui parce que c'est ce qui nous attend tous. Pour autant, même si c'est important de le garder en tête, il faut surtout pas en abuser parce que c'est un peu utilisé de partout. Les conflits, c'est aussi cool parce que ça permet de mettre en avant une opposition, donc deux idéologies qui tiennent à cœur aux personnages, qui peuvent être des personnages qui ont des idéologies très différentes, mais ça nécessite d'avoir une bonne compréhension de l'histoire. Et c'est aussi très important que le héros, il ait quelque chose à perdre dans ce conflit. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer de trouver des façons visuelles d'illustrer ce conflit, qu'ils soient internes ou externes, plutôt que de juste le raconter. C'est la fameuse mécanique du show, don't tell. Et ce conflit, il est d'autant plus intéressant que, du coup, l'audience, elle se demande mais qui est-ce qui va gagner? Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'amplifier les enjeux pour qu'on soit encore plus impliqué. Par exemple, quand le personnage il échoue à séduire l'élu de son cœur, on se dit que au pire, il pourra le retrouver plus tard. Mais dans Wall-E, il s'agit d'un enjeu beaucoup plus grand parce que si cette fille elle repart, il sera à nouveau seul dans son univers. L'enjeu il doit être encore plus grand qu'une simple peur de la mort. Donc pour amplifier leur effet, c'est intéressant de préparer des attentes pour l'inverse de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer si ça tourne bien et qu'est-ce qui pourrait se passer si ça tourne mal. Et lors des conflits, le personnage qui gagne ou qui perde, peu importe, ce qui est important c'est que il observe en lui un changement émotionnel. Ce changement, il lui permet de surmonter un problème ou un défaut qui était ancré en lui. Sans ça, il n'a pas réellement gagné. À partir de là, il y a un réel changement qui naît, et c'est ça qui est intéressant parce que dans la vie ou en fiction, les réels changements, ils sont très difficiles à opérer, parce qu'on a tendance à éviter le changement. Par exemple, dans le cas de Toy Story 3, après s'être battu pour garder l'attention de l'enfant pendant 3 films, les jouets ils font le choix d'être donnés à un autre enfant. Ainsi, le cycle d'attention, ce défaut, ce problème qu'avaient les jouets, il est résolu parce qu'il se répétera pas, étant donné que les personnages ils ont changé. Si ce changement il n'avait pas lieu à la fin, la fin c'en est pas vraiment une, parce que l'histoire elle serait amenée à se répéter. Mais ce changement il vient toujours avec un prix. Ici ils ont quitté leur enfant original pour un autre. Les meilleurs conflits ils offrent toujours une chance à la destruction et à la construction. Maintenant, voici les questions qu'il faut se poser pour s'assurer que vous avez respecté ces éléments dans votre histoire. Quelle est la grande question dramatique de votre histoire? Quelle est la réponse qui force votre audience à rester? Est-ce que cette question, elle a une composante émotionnelle? Est-ce que vous avez trouvé une manière organique d'exprimer ce combat intérieur dans le monde physique de votre histoire? Est-ce qu'il y a une force qui est capable de détruire vos personnages? Et est-ce qu'il y a une force qui est capable de pousser vos personnages à construire quelque chose de nouveau et de plus fort? Et finalement, est-ce que vos personnages y changent de manière claire et discernable à cause des conflits auxquels ils ont fait face? Le chapitre suivant, il porte sur la structure narrative, notamment dans le monde de Pixar. Dans un premier temps, il y a le début, c'est-à-dire on présente le background pour qu'on soit familier avec la zone de confort du personnage. En deuxième temps, on va avoir le milieu de l'histoire, c'est-à-dire la zone de confort qui va se retrouver brisée, et c'est la partie qui est la plus longue des trois. Et dans un troisième temps, on a la fin, qui est un peu plus court que le début, donc la plus courte des trois parties, et aussi qui est plus rythmée. Et c'est la phase qui permet de répondre aux questions qu'on s'est posées soit au début, soit pendant le film. À savoir que, en théorie, une histoire satisfaisante, c'est 3 à 5 événements. Le premier, c'est l'élément déclencheur. C'est un premier truc qui va être important, qui va être lourd de sens, qui enclenche l'histoire et qui soulève des questions. Par exemple, Nemo, il se fait kidnapper. Dans un deuxième temps, on a le premier point de l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'événement qui place le personnage dans sa quête et qui sert d'incitation au deuxième acte. Ça arrive souvent autour de un quart de la durée du film. Mais c'est pas une règle, ça peut aussi être un peu plus tard ou un peu plus tôt. Pour rester sur l'exemple de Nemo, l'élément déclencheur c'était Nemo se fait kidnapper, et ce deuxième événement qui incite à l'acte 2, c'est quand le père de Nemo, il trouve l'adresse du plongeur.
il y a désormais une quête précise. Le troisième événement, ça peut être le deuxième point de l'histoire, c'est-à-dire un moment fort de l'histoire. Il arrive à peu près aux 3/4 du film. C'est un petit peu, pour ceux qui avaient suivi le podcast sur Save the Cat, le All is Lost, c'est-à-dire le père de Nemo, il croit que Nemo, il est mort. Et dans un quatrième temps, on peut retrouver un événement de climax, un événement de suspense, un conflit qui répond aux questions les plus dramatiques de l'histoire. Généralement, ça arrive quelques minutes avant la fin. Par exemple, le père de Nemo qui laisse Nemo aller sauver Dory. Donc moi, de la façon dont je l'interprète, c'est que c'est un élément où tout peut être mis en jeu. C'est-à-dire que Nemo pourrait se refaire capturer. On peut se demander, est-ce que vraiment c'est fini? Est-ce qu'il va s'en sortir? Et c'est cette remise en jeu qui crée le climax. Alors il y a des théories qui proposent qu'on peut ajouter un événement additionnel majeur au milieu du film. Ces événements, ils doivent mettre le héros sur un nouveau chemin et répondre à des questionnements sans répondre à la question principale. Pour garder cette logique de destruction et construction dont on a parlé dans le chapitre d'avant, les événements majeurs, ils doivent offrir une chance de résoudre le problème initial, mais aussi de détruire tout espoir de le résoudre. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir plusieurs couches d'histoire. Ça permet de moins s'ennuyer et de switcher d'un truc à l'autre de temps en temps. C'est-à-dire que dans le cas de Nemo, on a le côté de la relation entre Marlin et Dory qui évolue. On a Nemo qui se fait des nouveaux amis. On a le plan pour s'enfuir. Et on a aussi finalement, sur une strate beaucoup plus globale, la transformation de Marlin de son âme de père névrotique à un aventurier courageux. Mais ce qui est super important, c'est d'avoir une histoire principale qui est épique, c'est un peu le truc par lequel on peut résumer le film, et aussi avoir une histoire émotionnelle qui est forte. On peut aussi avoir potentiellement une histoire secondaire qui se passe en parallèle de la principale. Par exemple, l'histoire principale du père qui cherche son fils Nemo, et l'histoire secondaire de Nemo qui essaie de s'enfuir. Les deux, ils finissent par se rejoindre, indéniablement. Ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est quand il y a des histoires d'amitié entre deux personnages qui sont opposés dans leurs valeurs et leurs enjeux, et qui ont donc tout pour ne pas s'entendre. Mais ils finissent par s'apprécier, généralement parce qu'ils sont obligés de se donner un coup de main dans un objectif commun, ou face à un danger commun, ce qui les rapproche. On a également un double climax. Alors moi j'appellerais ça un climax de survie et un climax de conclusion. Le climax de survie, il serait donc, par rapport à l'histoire principale épique, c'est ce moment où c'est bon, on a survécu, le pire est derrière nous. Et le climax de conclusion, c'est le climax de consécration, le climax fort émotionnellement, qui arrive un petit peu après. Dans le cas de Toy Story 3 par exemple, les jouets ils échappent à se faire détruire, c'est le climax 1, puis ils poussent leur possesseur à les offrir à quelqu'un d'autre, climax 2, qui est émotionnel et qui conclut l'histoire. C'est une sorte de double conclusion finalement, une pour le problème rationnel, et une qui en général arrive plus tard, pour le voyage émotionnel. À savoir que évidemment, c'est pas une to-do list, cette structure, il faut pas la forcer. C'est plus une orientation globale et des repères. Maintenant, dans les questions à se poser pour savoir si vous avez respecté ces éléments-là, il y a, est-ce que votre histoire, elle intègre les 3 éléments de Pixar dont on a parlé au début? Est-ce que vous avez une histoire avec des actions à enjeux forts, des scènes fortes et excitantes, et des situations de vie ou de mort? Y a-t-il un aspect qui incite honnêtement les personnages à créer des liens dans votre histoire? Est-ce que c'est étroitement connecté à l'histoire principale que vous racontez? Est-ce que vos personnages y restent distants dans leur point de vue conflictuel et leurs obstacles émotionnels? Est-ce que votre protagoniste, il a un problème interne qu'il doit résoudre? Est-ce que ce problème, il se connecte fortement avec les autres histoires? Est-ce qu'il est dramatisé de façon externe dans les autres histoires? Et finalement, est-ce que chaque histoire atteint un climax de façon forte, claire et distincte des autres, si nécessaire? Maintenant, le chapitre suivant, le titre, ça pourrait se traduire par « Comment intégrer vos personnages à votre histoire ?» Alors, ce qui est important, c'est de tirer le plus possible des éléments qui sont préexistants. C'est-à-dire que dans l'histoire de Nemo, par exemple, un de ses obstacles, c'est de se retrouver bloqué dans un aquarium. Plutôt que d'en faire une banale péripétie où ça pourrait être juste une sorte de prison où il y aurait personne, bah c'est un endroit où il découvre plein de personnages. L'un d'entre eux, c'est une sorte de mentor pour Nemo, avec le parallèle de la blessure. Ça lui permet de remettre en question ses perspectives, et ici l'obstacle, il sert à faire avancer l'histoire. Dans le cas des indestructibles, par exemple, chaque membre de la famille a un pouvoir différent, mais surtout, un rapport différent à ses pouvoirs, ce qui permet d'explorer différents thèmes et de donner en substance à l'histoire. Ce qui est important aussi, et qu'on a explicité un peu plus tôt, c'est que donner à chaque personnage un background, un caractère, ça leur permet de faire apporter quelque chose à l'histoire, plutôt que de simplement leur donner un rôle qui est fonctionnel. C'est hyper important de justifier. Justifier pourquoi un personnage il se comporte d'une façon, pourquoi tel événement arrive. Rien ne doit tomber du ciel. Rester honnête dans son écriture, ça permet de beaucoup plus s'identifier. Et aussi quelque chose qui est très visuel, c'est que le design des personnages, il doit révéler leur personnalité. Et chaque personnage, il doit se démarquer physiquement et émotionnellement. Quand on design ces personnages à travers leur personnalité, on peut aussi jouer là-dessus pour faire croire qu'une personne est quelque chose qu'elle n'est pas. Maintenant, dans les questions à se poser, il faut revoir vos éléments et vos personnages dans votre script. Est-ce qu'ils font partie de votre idée centrale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que vous pourriez quand même faire quelque chose sans eux? Est-ce qu'il y a des éléments qui n'apportent rien à l'histoire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre vos personnages plus intéressants, plus spécifiques et divertissants? Est-ce que vous avez employé des moyens fun de ne développer que leur aspect cool
Mais quel est le mensonge dans leur véritable émotion? Comment est-ce que vous pouvez corriger ça? Le chapitre suivant, il porte sur les antagonistes. Et je dis les antagonistes parce que justement, il conseille d'avoir au moins 2 antagonistes. Un qui sera purement égoïste et malveillant, et un qui sera bienveillant. Et celui qui est bienveillant, il finit bien souvent par devenir un complice du protagoniste. À retenir également qu'un antagoniste, c'est pas forcément un méchant. C'est toute chose qui se met entre le protagoniste et son objectif. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est inanimé. Dans le cas de Nemo, par exemple, l'obstacle, ce qui se met entre Marlin et son objectif de trouver Nemo, c'est tout simplement l'océan et sa grandeur. Il existe également un 3e type d'antagoniste qui est intéressant, ce sont les bons antagonistes. Ceux-ci, ils semblent appartenir aux malveillants à première vue, mais ils ont en fait des valeurs centrales qui sont bienveillantes, avec simplement une vision différente de celle du protagoniste. Ils ont des limites qu'ils ne franchiront pas. Ce sont souvent eux qui vont révéler leur nature bonne à la fin et sauver le protagoniste. Ego dans Ratatouille par exemple, et la principale dans Monstre Academy. Et c'est pas mal aussi qu'il y ait une connexion entre l'antagoniste et le protagoniste, qu'ils aient les mêmes problèmes, que chacun soit un petit peu le reflet de l'autre, ou alors que l'antagoniste représente la plus grande peur du protagoniste. On rentre dans la partie questionnement, quels sont les personnages qui se mettent en travers de la route de votre protagoniste? Est-ce qu'ils sont méchants juste pour être méchants, ou est-ce qu'ils ont une raison d'être malveillants? Comment est-ce que vous pouvez les rendre plus faciles à comprendre, et plus faciles qu'on s'identifie à eux? Est-ce qu'il y a un moyen de les rendre bienveillants, tout en gardant l'opposition qu'ils ont avec le héros? Est-ce que les alliés de votre protagoniste, ils l'aident constamment, ou est-ce qu'ils le challengent un peu? Parce que finalement, l'amitié doit être méritée. Et même après ça, elle reste toujours là, pour challenger autant que pour supporter. Le chapitre suivant, il parle de développer une idée. Les conseils qui sont donnés, c'est d'être créatif, de surprendre le spectateur. Dans un film sous l'eau, par exemple, on s'attend à voir des requins. Mais est-ce qu'on s'attend à voir des requins végétariens? Dans un film, l'antagoniste, il a souvent un chien. Mais est-ce que c'est un chien qui parle? Ça, c'est plus rare. En bref, rendez vos clichés plus surprenants, plus excitants. Il faut casser les attentes, et de la même façon, on s'attend à ce qu'un super-héros il utilise ses pouvoirs pour sauver des gens. Là où, dans Les Indestructibles, les héros, ils ont des pouvoirs, mais ils sont contraints de ne pas les utiliser, d'agir normalement. Un autre truc que Pixar il aime faire aussi, c'est d'intégrer des éléments familiers dans ses fictions. Par exemple, dans le cas de Monstre Academy, on a vraiment le fonctionnement type des universités aux États-Unis. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se placer des contraintes qui permettent directement de changer des trucs clichés pour permettre de stimuler la créativité. Par exemple, quand on parle de films de princesse, on s'attend indéniablement à avoir une histoire d'amour. Mais c'est pas le cas dans Rebelle. Et du coup, c'est 2 types de relations entre les personnages qui y sont développés. La contrainte force la créativité. Dans les questions à se poser, déjà il faut se demander à quel point est-ce que vous connaissez l'univers que vous avez créé. Est-ce que vous vous permettez de voyager à travers ces rues et ces champs, de parler avec ces citoyens, ou est-ce que vous développez uniquement les parties qui concernent votre histoire? C'est important de considérer les attentes qui émergent de ce que vous développez. Et où est-ce que vous pouvez inverser ces attentes pour créer un moment qui va surprendre et régaler votre audience? Si jamais vous êtes bloqué, réfléchissez à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive dans votre monde. Tout ce que vous éliminez, ça va inévitablement faire émerger quelque chose que vous voulez implémenter. Le chapitre suivant, il parle de la fin de votre histoire. Une bonne fin, elle doit éviter d'être prévisible, tout en justifiant et en concluant le voyage. Il faut éviter les coïncidences et faire en sorte que l'action finale soit un résultat direct du chemin que le personnage il a pris. Parce que là où une action de fin elle nous investira dans son enjeu, à travers un choc entre 2 forces, une coïncidence et nous volerait cette satisfaction. Alors c'est possible que le personnage il ait pas anticipé ce que le chemin lui apprendrait. Mais ça doit dans tous les cas à la fin s'avérer riche émotionnellement. Une bonne façon aussi de faire une fin forte, c'est de répondre à une question du début que l'audience elle aura sûrement oubliée, ou même à laquelle elle aura tout simplement pas pensé. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre un élément qui a été glissé de manière anodine et conclure dessus. Par exemple, dans Monstres et compagnie, Bob y fait rire Boo accidentellement assez tôt dans le film, et c'est grâce au rire que l'histoire se termine. On aime aussi beaucoup voir le protagoniste changer, et avec un changement qui rayonne sur son environnement. Ce changement il se transcrit souvent visuellement. Dans Wall-E, c'est la plante. Dans Mille et une pattes, c'est les nouvelles machines de récolte. Et dans Monstres et compagnie, il y a toute une scène qui montre que le rituel de préparation pour aller au travail, il a changé. Mais ça peut aussi être plus simple, comme tout simplement Russell qui a enfin une figure paternelle à la fin de là-haut, lors de la cérémonie scout. Évidemment, le résultat le plus visuel, il est dans Vice Versa, avec les nouvelles couleurs. Dans les questions à se poser, il faut évidemment se demander, est-ce que votre fin est une coïncidence, ou est-ce qu'elle est liée à une succession d'actions entreprises par votre personnage? Est-ce que ça nous raconte quelque chose de nouveau sur la personnalité de votre personnage? Est-ce que votre fin, elle est bien une partie indissociable de votre histoire? Est-ce qu'elle est fortement liée à votre histoire, grâce à des questions dramatiques que vous avez laissées sans réponse jusqu'à tard dans votre histoire? Est-ce que votre histoire, elle crée un rayonnement? Est-ce qu'elle change quelque chose dans les gens, dans la communauté ou le monde qui entoure votre protagoniste? Et finalement, est-ce qu'il y a une façon visuelle et claire d'exprimer ce changement? Le chapitre suivant, il est sur le thème de votre histoire. Ce qui est important, c'est de déterminer dans quel thème universel et intemporel s'inscrit votre histoire. Par exemple, Nemo, c'est l'histoire d'un poisson clown qui traverse l'océan pour retrouver son fils. D'accord, ça c'est le résumé qu'on connaît tous. Mais surtout,
Le thème, c'est la parentalité. Ça pourrait rester le même thème si on changeait tout le cadre, et que c'était un alien qui devait traverser l'espace. Ce serait pas du tout la même histoire, et pourtant, ça garderait le même thème. Dans l'idéal également, le thème, il découle directement des éléments et de l'environnement de votre histoire. Dans Toy Story, par exemple, c'est sur la fin inévitable de l'enfance. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que les jouets pour représenter l'enfance, avec évidemment leur sort prévisible de finir dans des cartons. Ensuite, il faut rendre le thème omniprésent dans l'histoire. On peut intégrer un personnage qui va personnifier un aspect de ce thème, en positif ou en négatif. On fait souvent ça avec un personnage secondaire à côté du héros. Il y a également certains objets qui peuvent venir renforcer le thème en étant lourds de sens. On pense notamment à la maison dans là-haut, qui rattache à la nostalgie et à vouloir vivre dans le passé. Alors il y a 3 questions à se poser à partir de là. Que raconte votre histoire? Quelles sont les questions abstraites ou problèmes qu'elle explore? Est-ce que vous pouvez rendre ces thèmes plus présents à travers votre histoire via des objets, dialogues ou personnages? Le chapitre final, c'est des conseils pour les artistes aspirants. Alors j'ai pas pris de notes sur ce chapitre parce que tout simplement, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau par rapport à ce que j'avais pu apprendre dans le livre sur Save the Cat. D'ailleurs, je vous recommande vivement le podcast sur ce livre, que je mettrai en description, si jamais vous voulez en savoir plus sur le storytelling. Et sur ce, nous on a terminé, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez pas rater les prochains podcasts. Il n'y en a pas énormément sur des livres, mais il y a une playlist qui est en dispo en description, et sinon on fait d'autres podcasts généralement avec des invités, où on parle un peu plus de la vie, de plein de trucs, et c'est chouette. Ciao!